生活国，中央人民政府今天胜利了。为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。你可怎么看？不是我担心，你看出了母亲，但是他们老是。En 1925, la Chine était un pays morcelé où la situation était incertaine. Le poète patriote Wen Ido ne parvenait pas à trouver le sommeil. En regardant le ciel noir la nuit, il a déclamé les noms de 7 endroits, dont Hong Kong, Macao et Taïwan, et il a écrit ce poème, Le chant des 7 fils, avec une émotion intense. 70 ans plus tard, à la veille du retour de Macao à la mère patrie, la famille de M. Wen Ido, composée de plus de 20 personnes de 4 générations, s'est réunie dans sa maison de Mentourgo à Beijing pour célébrer le retour de Macao. Chez eux, on trouve des diptyques traduits en français. Après toutes les misères, nous accueillons le nouveau siècle et rendons hommage aux héros à l'occasion du centenaire. L'inscription horizontale est « Le retour de Macao ». Au petit matin du 1er juillet 1997, après la cérémonie de passation des pouvoirs entre les gouvernements chinois et britanniques à Hong Kong, le prince Charles d'Angleterre et le dernier gouverneur de Hong Kong, Chris Patten, ont embarqué à bord du paquebot royal Britannia pour quitter Hong Kong. L'endroit d'où l'ancre a été levée coïncide avec le lieu du débarquement du premier gouverneur Henry Pottinger à Hong Kong il y a 154 ans. Il n'est pas permis d'oublier cette histoire, que plus d'un siècle d'humiliation de la nation chinoise avait commencé à ce moment-là. En juin 1840, la Grande-Bretagne a lancé la guerre d'agression contre la Chine. Le 29 août 1842, la Chine et l'Angleterre ont signé le traité de Nankin et l'île de Hong Kong a ainsi été cédée aux Anglais. En 1860, après la deuxième guerre de l'opium, la Chine et l'Angleterre ont signé la Convention de Pékin. La Chine fut obligée de céder la première zone de Kowloon à l'Angleterre. En 1898, l'Angleterre a forcé le gouvernement des Qing à signer la Convention pour l'extension du territoire de Hong Kong, afin de louer de force de vastes zones de la péninsule de Kowloon et plus de 200 îles voisines. Dès lors, ces îles furent appelées les nouveaux territoires. En 1941, l'armée japonaise a envahi Hong Kong et a entamé une sombre domination de 3 ans et 8 mois. En février 1942, la guérilla contre l'agression japonaise, dirigée par le Parti communiste chinois, entra secrètement à Hong Kong, créa la brigade indépendante de Hong Kong et de Kowloon. Les partisans ont mené une lutte ardue contre l'armée japonaise et ont rehaussé le moral des habitants de Hong Kong. Après la victoire de la guerre contre l'agression japonaise, Hong Kong a été reprise par les Britanniques. L'île est devenue un endroit où diverses forces politiques se livraient une vive concurrence.
En octobre 1949, l'armée populaire de libération a libéré la ville de Guangzhou. Les soldats chinois se sont arrêtés juste au bord de la rivière de Shenzhen. Pour tout ce qui concerne Hong Kong et Macao, le gouvernement central chinois ne reconnaît pas les traités inégaux imposés par l'impérialisme, tout en adoptant le principe de planifier à long terme et agir au mieux. Cela incarne sa grande sagesse de la clairvoyance. Cette chanson, La Perle de l'Orient, chante les vicissitudes et la prospérité de Hong Kong, ainsi que l'attachement et la nostalgie des compatriotes de Hong Kong à la patrie. La prospérité de Hong Kong ne peut pas être séparée du soutien à long terme de l'intérieur du pays. En 1962, sous la sollicitude cordiale du président Mao Tse-tung et du Premier ministre Zhou Enlai, la partie continentale a inauguré 3 trains express numérotés 751, 753 et 755 à destination de Hong Kong. Sur cette ligne vitale, ces trains ont transporté tous les jours du poisson frais, des crevettes et de la viande à Hong Kong. C'est un témoignage historique des liens entre la mère patrie et les compatriotes de Hong Kong et de Macao. Dans l'ère nouvelle de réformes et d'ouverture, la réunification complète de la mère patrie a été mise à l'ordre du jour. En août 1981, lorsque Deng Xiaoping rencontra des personnalités illustres de Taïwan et de Hong Kong, il exposa la politique du gouvernement central à l'égard de Taïwan. Taïwan ne s'engagera pas dans le socialisme et son système social restera inchangé. Depuis lors, il a répété à maintes reprises le concept stratégique de réalisation de la réunification pacifique de la mère patrie en respectant la réalité de Taïwan et de Hong Kong. La proposition « Un pays, deux systèmes » a ouvert de nouvelles voies pour la réunification pacifique de la mère patrie. Ce grand concept a été mis en œuvre avec succès lors du retour de Hong Kong et de Macao à la mère patrie. En décembre 1981, le comité central du Parti communiste chinois a décidé de recouvrer la souveraineté sur Hong Kong le 1er juillet 1997. En septembre 1982, la première ministre britannique Margaret Thatcher, qui venait d'entrer en fonction, s'est rendue en Chine, où les gouvernements chinois et britanniques ont officiellement entamé des négociations en vue de résoudre le problème de Hong Kong. Dans les entretiens avec Deng Xiaoping, Madame Thatcher, connue sous le nom de Dame de Fer, a insisté sur l'efficacité des 3 traités inégaux signés entre la Grande-Bretagne et le gouvernement des Qing à l'époque. Elle a également proposé un plan visant à conserver la gouvernance coloniale britannique à Hong Kong. Les remarques de Deng Xiaoping ont clairement exprimé le principe et la ferme détermination du Parti communiste chinois et du gouvernement chinois. L'illusion de Madame Thatcher de remplacer 3 traités inégaux par un traité inégal a été balayée. Après 22 cycles de négociations, les gouvernements chinois et britanniques ont officiellement signé le 19 décembre 1984 la déclaration conjointe sur la question de Hong Kong, confirmant que le gouvernement de la République populaire de Chine reprendrait l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong dès le 1er juillet 1997. Lors du gala de la fête du printemps de 1984, en écoutant la chanson « Mon cœur chinois », interprétée par le chanteur hongkongais Jiang Bingming, les cœurs d'innombrables Chinois étaient bercés par cette mélodie. Après la signature de la déclaration conjointe sino-britannique, Deng Xiaoping a porté une grande attention à la prospérité et à la stabilité après la passation pacifique des pouvoirs à Hong Kong. Il a averti qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'il n'existerait pas de force perturbatrice après le retour de l'île à la patrie. S'il y a des bouleversements, le gouvernement central interviendra. Il a souligné à plusieurs reprises que Hong Kong doit être stable. Elle doit être stable pendant la période de transition. Une fois que la Chine recouvrera l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong et que les Hongkongais géreront eux-mêmes ses affaires, Hong Kong devra être stable aussi. C'est le point essentiel.
Il ne faut pas penser que tout sera parfait si toutes les affaires de Hong Kong sont gérées par les Hongkongais et que le gouvernement central n'interviendra pas du tout. Ce n'est pas acceptable. Ce genre de réflexion n'est pas réaliste. Les remarques de Deng Xiaoping ont clarifié les doutes et les fausses interprétations de certaines personnes sur le retour de Hong Kong et sur la politique d'un pays, deux systèmes. Le 4 avril 1990, la troisième session de la 7e Assemblée populaire nationale a examiné et approuvé la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, désormais garante de la prospérité et de la stabilité de Hong Kong après son retour à la patrie. Du 30 juin 1997, vers minuit, au petit matin du 1er juillet, la cérémonie de passation des pouvoirs s'est déroulée entre les gouvernements chinois et britanniques. Dans la soirée du 30 juin 1997, 509 officiers et soldats de l'avant-garde des troupes chinoises sont entrés à Hong Kong et ont été stationnés dans les casernes de Shougang, de Nong Xuan Chau, de Gall et de Stanley. Le temps était à l'orage depuis l'après-midi du 30 juin 1997 à Hong Kong. De cette façon, la région a lavé la honte de plus de 150 ans et était prête à accueillir sa renaissance. Avec ses nouvelles ailes, le centre des conférences et expositions de Hong Kong ressemble à un grand oiseau qui veut s'envoler. Le soir du 30 juin, les regards du monde entier étaient rivés sur cette salle illuminée. Chaque point de l'ordre du jour se déroulait avec précision selon l'heure prévue. À 23h46, les principaux dirigeants chinois et britanniques sont entrés. Au même moment, à moins d'1 kilomètre du centre des conférences et expositions, à la caserne de Gall, siège du commandement des forces britanniques, les troupes de l'armée populaire de libération de la Chine stationnées à Hong Kong étaient en train d'organiser une cérémonie militaire de passation des pouvoirs avec les troupes anglaises. Le 30 juin, à 23h59, le drapeau britannique et le drapeau de Hong Kong ont été lentement baissés. La domination coloniale britannique sur Hong Kong a pris fin après 1 siècle et demi. Le 1er juillet, à 0h, l'hymne national de la République populaire de Chine a été exécuté et le drapeau national de la République populaire de Chine et celui de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ont été hissés. Au moment où les 12 coups de minuit ont retenti, Chen Jiahui, policier qui était en service devant le bureau du gouverneur, a rapidement sorti le nouvel insigne de sa poche. L'ancien insigne de police portant la couronne de la reine d'Angleterre a été remplacé. Depuis, il n'appartient plus à la police royale de Hong Kong, mais à la police de la région administrative spéciale de Hong Kong. Hong Kong est de retour à la maison. Après plus de 150 ans de tourments, nous nettoyons enfin la honte de la nation. Hong Kong est finalement revenu dans les bras de la mère patrie. Après le retour, Hong Kong est plus prospère. La population devient ainsi le maître de la région et obtient le droit de voter, ainsi que d'autres droits démocratiques. En revanche, au cours des 155 années de domination coloniale britannique, les 28 gouverneurs de Hong Kong ont été nommés par l'Angleterre et les habitants de Hong Kong étaient considérés comme des citoyens de seconde classe qui n'avaient pas le droit d'administrer les affaires. Depuis son retour à la patrie, Hong Kong est entré dans une nouvelle période historique marquée par les politiques un pays, deux systèmes, gestion de Hong Kong par les Hongkongais et un haut degré d'autonomie. Macao, de l'autre côté de la mer depuis Hong Kong,
a été progressivement occupée par le Portugal après le XVIe siècle. Après le démarrage du processus du retour de Hong Kong, le retour de Macao était également sur la table des négociations. En 1986, les gouvernements chinois et portugais ont entamé des négociations sur la question de Macao. Deng Xiaoping a clairement déclaré « La question de Macao doit être résolue au cours de ce siècle et la queue du colonialisme ne doit pas traîner jusqu'au siècle prochain ». Le 13 avril 1987, la déclaration conjointe sino-portugaise a été officiellement signée, annonçant que le gouvernement chinois reprendrait l'exercice de sa souveraineté sur Macao le 20 décembre 1999. En mars 1993, la première session de la 8e Assemblée populaire nationale a examiné et approuvé la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. 降旗升旗仪式现在开始，请全体起立。 Du 19 décembre 1999, vers minuit, au petit matin du 20 décembre, la cérémonie de passation des pouvoirs des gouvernements chinois et portugais a eu lieu à la salle du jardin du centre culturel de Macao. Les yeux du monde se tournent alors à nouveau vers la Chine. Alors que les cloches du nouveau siècle vont sonner, Macao rentre aussi à la maison. À partir de ce moment, le développement de Macao est entré dans une nouvelle ère. En ce jour de liesse de 1999, beaucoup de gens ne pensaient pas que cette petite ville calme deviendrait une des régions les plus riches du monde en quelques années seulement. Alors qu'elle avait subi 4 ans consécutifs avant son retour à la Chine, une croissance négative de son économie, un chômage record et une sécurité publique préoccupante. Chaque résident de Macao peut maintenant profiter de ces fruits joyeux. Les retours de Hong Kong et de Macao sont une étape importante dans le processus de réunification de la mère patrie. Après la rétrocession, le gouvernement central a appliqué résolument les principes un pays deux systèmes, gestion de Hong Kong par les Hongkongais, gestion de Macao par ses habitants et un haut degré d'autonomie, en se conformant strictement à la Constitution et à la loi fondamentale de la région administrative spéciale. À peine 3 mois après le retour de Hong Kong, la tempête financière de l'Asie survenait. L'indice Hang Seng était en chute, le taux de change du dollar hongkongais chutait également et la confiance du public s'effondrait. Face aux spéculateurs internationaux, le gouvernement de Hong Kong se dressa vigoureusement et le gouvernement central fit connaître sa position. À l'époque, Hong Kong et l'intérieur du pays possédaient 210 milliards de dollars américains de réserves de devises, soit la plus importante au monde. Ces réserves ont alors eu une grande force de dissuasion envers les spéculateurs. Avec la puissante mère patrie derrière lui, le gouvernement de Hong Kong a remporté une victoire totale dans cette lutte de résistance financière. Le gouvernement central soutient pleinement Hong Kong et Macao dans le développement de l'économie, l'amélioration du bien-être du peuple, la promotion des échanges et la coopération entre l'intérieur du pays et ces deux régions dans tous les domaines, ainsi que leurs échanges à l'étranger. Cela a injecté une nouvelle vitalité et de nouvelles opportunités pour le développement de Hong Kong et de Macao. Dans cet esprit, le gouvernement central a mis en place toute une série de grandes mesures. En 2003, le gouvernement central a successivement signé avec les gouvernements des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao des accords en vue de resserrer les relations économiques et commerciales entre l'intérieur du pays et ces deux régions, le CEPA. Au cours des années suivantes, des accords complémentaires ont été progressivement publiés et les champs d'ouverture du marché de ces trois parties ont été continuellement élargis et approfondis. Les grandes opportunités offertes par le CEPA
ont favorisé le développement diversifié de Hong Kong et de Macao, et les échanges entre ces trois parties ont été plus étroits. Lors de la 28e réunion du Comité du patrimoine mondial en 2004, le groupe des bâtiments historiques de Macao a été identifié comme le seul projet de patrimoine culturel mondial déclaré par la Chine en 2005 et qui serait examiné à la 29e réunion du patrimoine mondial. Tous les projets initialement présentés par l'intérieur de la Chine ont été retirés, laissant la chance à Macao. Un an plus tard, le processus de délibération n'a pris que 9 minutes, le groupe des bâtiments historiques de Macao étant approuvé à l'unanimité par 21 États membres et devenant ainsi le 31e site du patrimoine mondial en Chine. Nous sommes en 2018. Un pont de 55 km traversant la mer relie Hong Kong, Zhuhai et Macao. C'est comme une belle banderole reliée aux 11 villes de la région de la baie qui ressemblent à des perles. Le 18 février 2019, le programme de développement de la baie Guangdong, Hong Kong, Macao a été officiellement publié. Composée par Hong Kong, Macao et les 9 villes du delta de la rivière des Perles, la région de la baie est l'une des régions chinoises les plus ouvertes, tout en maintenant la plus forte vitalité économique. Depuis plus de 20 années écoulées suite au retour à la patrie, Hong Kong a été hautement reconnu par les agences de notation internationales et a été désigné depuis de nombreuses années comme l'une des économies les plus compétitives au monde. Depuis le retour à la patrie, Macao est l'une des régions du monde où la croissance économique est la plus rapide. Le PIB par habitant étant passé de 16 000 US dollars à 83 000 US dollars en 2018, figurant aux premiers rangs mondiaux, et la sécurité publique s'est fondamentalement améliorée. 恭请中华人民共和国主席习近平先生致辞。 回顾香港特别行政区的成长历程，我们可以自豪地说，20年来，香港依托祖国，面向世界，熠熠创新，不断塑造自己的现代化风貌。一国两制 在香港的实践取得了举世公认的成功。 Pour la question de Hong Kong, nous devons toujours appréhender avec précision la relation entre un pays et deux systèmes. Nous devons fermement établir la conscience d'un pays et adhérer aux principes d'un pays. Tout acte mettant en danger la sécurité souveraine du pays, mettant au défi l'autorité centrale et l'autorité de la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong est un franchissement de la ligne rouge qui ne doit pas être autorisé. Avec le ferme soutien du gouvernement central et de la partie continentale, Hong Kong et Macao se développent de manière plus dynamique. Leur espace de développement est plus large et leurs perspectives sont plus prometteuses. L'avenir de Hong Kong et de Macao sera encore meilleur. Résoudre le problème de Taïwan et réaliser la réunification complète de la mère patrie sont les aspirations communes de tous les Chinois et toutes les Chinoises. C'est là aussi que résident les intérêts fondamentaux de la nation chinoise. Au milieu du siècle dernier, pour résoudre pacifiquement le problème de Taïwan, Mao Zedong et Zhou Enlai, ainsi que d'autres dirigeants du comité central du PCC, ont mis en avant la politique d'un principe et de 4 clauses, selon laquelle si Taïwan revenait à la mère patrie, elle pourrait maintenir son système social d'origine. Réaliser la réunification de la mère patrie a toujours été une tâche historique majeure du parti. Le 1er janvier 1979, le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale a publié le message adressé à nos compatriotes de Taïwan, les appelant à œuvrer de concert avec tout le peuple chinois pour réaliser la réunification pacifique de la mère patrie. Au début des années 80, Deng Xiaoping a proposé le concept d'un pays deux systèmes et la mise en œuvre pour la première fois à Hong Kong et à Macao, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives
pour la réunification pacifique de la mère patrie. Après que les autorités taïwanaises eurent autorisé avec restriction la visite des familles séparées, les contacts personnels et les échanges économiques et culturels se sont engagés rapidement. En novembre 1987, le premier groupe de compatriotes de Taïwan est revenu sur le continent via Hong Kong, brisant 38 années d'isolement des compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan, et les relations entre les deux rives du détroit sont entrées dans une nouvelle étape historique. À la fin de 1991, la partie continentale a créé l'Association pour les rapports entre les deux rives du détroit, l'ARATS. En mars 92, cette association a commencé à nouer des contacts et des discussions avec la Fondation des échanges entre les deux rives, SEF, côté taïwanais, en vue d'atteindre le consensus de 92 qui disait que les deux rives du détroit appartiennent à la même et unique Chine et qu'elles unissent leurs efforts en vue de la réunification du pays. Sur cette base, en avril 1993, sous l'impulsion et la promotion active des autorités compétentes de la partie continentale et grâce aux efforts conjugués des deux côtés du détroit, la très attendue rencontre Wang-Ku s'est officiellement tenue à Singapour. Les pourparlers entre Wang et Ku ont été le premier contact formel de haut niveau entre les deux côtés du détroit de Taïwan après une longue séparation et ont abouti à un certain nombre d'accords. En mars 1994, la loi de la République populaire de Chine sur la protection des investissements des compatriotes de Taïwan a été adoptée et la protection des investissements taïwanais a été incluse dans la voie de la légalisation. Afin de promouvoir davantage le développement des relations entre les deux rives, à la veille de la fête du printemps en 1995, Jiang Zemin a prononcé un discours important intitulé « Poursuivre la lutte pour la réalisation de la réunification complète de la mère patrie » et a formulé 8 propositions pour développer les relations entre les deux rives et promouvoir le processus de réunification pacifique de la patrie. Cette allocution a suscité une grande attention et des réactions positives tant en Chine qu'à l'étranger. Cependant, le dirigeant des autorités taïwanaises d'alors, Lee Teng-hui, commençait à abandonner le principe d'une seule Chine et à mener des activités séparatistes consistant à créer deux Chines. Le gouvernement central chinois a pris des mesures décisives pour mener la lutte contre le séparatisme et l'indépendance de Taïwan et pour lutter contre l'arrogance des forces séparatistes. Dans le nouveau siècle, le comité central du PCC a donné à l'opposition et à la résistance aux activités séparatistes d'indépendance de Taïwan une place plus importante. Le 4 mars 2005, Hu Jintao a déclaré « Rien ne pourra jamais ébranler notre volonté de maintenir le principe d'une seule Chine, ni nous faire renoncer à nos efforts en vue d'une réunification pacifique, ni nous faire dévier du principe consistant à placer nos espoirs dans nos compatriotes de Taïwan, ni nous amener à un compromis dans notre opposition aux actes sécessionnistes taïwanais. » Ensuite, la 3e session de la 10e Assemblée populaire nationale a adopté la loi anti-sécession, qui énonçait clairement pour la première fois que la Chine pouvait utiliser les moyens non pacifiques pour résoudre la question de Taïwan dans 3 situations, reflétant pleinement la position conséquente du parti et de l'État à rechercher une réunification pacifique avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts, témoignant de la ferme détermination de sauvegarder l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Grâce aux efforts conjugués des compatriotes des deux côtés du détroit, les activités séparatistes d'indépendance de Taïwan, promues par les autorités de Chen Shui-bian, ont été déjouées. Sous l'impulsion de la politique juste du comité central du PCC, des échanges de partis politiques à travers le détroit ont également été entamés. Au printemps 2005, le secrétaire général du comité central du PCC, Hu Jintao, s'est entretenu officiellement à Beijing avec le président du parti Kuomintang, Lien Chan. C'était la première rencontre des dirigeants des deux partis après les pourparlers de Chongqing 60 ans auparavant. Cette réunion a réaffirmé que l'adhésion au consensus de 92 et l'opposition à l'indépendance de Taïwan constituaient le fondement politique commun des contacts entre les deux partis. En mai 2008, les relations entre les deux rives ont marqué un tournant décisif. Conformément au consensus de 92, les pourparlers entre l'ARATS et le SEF ont abouti à une série de résultats importants, à savoir l'établissement d'un mécanisme de contact entre les départements responsables aux affaires entre les deux rives du détroit des deux parties,
la réalisation des 3 liaisons directes à double sens, ouvrant ainsi un nouveau contexte d'échange, de contact et de coopération entre les compatriotes des 2 rives du détroit d'une plus grande envergure. La partie continentale a mis en place un certain nombre de politiques et de mesures visant à promouvoir les échanges et la coopération entre les 2 rives au bénéfice des compatriotes taïwanais. Dans l'après-midi du 7 novembre 2015, le secrétaire général du comité central du PCC, Xi Jinping, qui est également le président chinois, a rencontré le dirigeant taïwanais Ma Ying-jeou à Singapour. Ils ont procédé à un échange de vues sur la promotion des relations entre les 2 rives et du développement pacifique, créant ainsi un précédent pour le dialogue et la communication directe entre les dirigeants des 2 rives, le niveau de l'interaction entre les 2 rives ayant été élevé. Cette rencontre a constitué un jalon important dans le développement des relations. 两岸同胞要共谋和平、共护和平、共享和平。两岸同胞血脉相连，亲望亲好。中国人要帮中国人，我们对台湾同胞一视同仁，将继续率先同台湾同胞分享大陆发展机遇，为台湾同胞、台湾企业提供同等待遇，让大家有更多获得感。 Taïwan fait partie de la Chine. Les 2 rives du détroit appartiennent à la même et unique Chine. Ces faits historiques et juridiques sont immuables et rien ni personne ne peut les changer. Au cours des 70 dernières années, les relations entre les 2 rives ont continuellement progressé et l'apparence générale a connu des changements historiques. La patrie doit être unifiée, cela est inévitable. Face à la tendance historique et à la bonne voie que suit l'humanité, ceux qui tentent d'entraver le chemin et jouent un rôle honteux doivent être abandonnés dans les oubliettes de l'histoire. Par bon vent, un voilier navigue sur la mer calme. Dans l'attente de l'avenir, les peuples des 2 rives du détroit s'uniront, main dans la main, côte à côte, pour créer un meilleur avenir pour les relations entre les 2 rives et apporter de nouvelles contributions à la réalisation de la grande cause de la réunification de la mère patrie.